Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien, je te rejoins à nouveau pour te parler de livres, donc tu as vu qu'aujourd'hui on va parler de Spinoza. Avant ça, je voulais juste remercier tous ceux qui font vivre la chaîne, ceux qui commentent, ceux qui likent, ceux qui partagent, ceux qui font connaître la chaîne. Merci à tous parce que c'est grâce à vous en fait qu'on arrive à se faire connaître et que la chaîne grandit petit à petit. Malgré les sujets qu'on traite, les sujets de niche, et malgré les livres que je présente ici, qui sont pas forcément des livres grand public, eh bien quand même la communauté grandit de plus en plus. Donc merci à tous. Merci également, et d'ailleurs un merci tout particulier à ceux qui participent financièrement, parce que vous m'aidez à continuer, vous me donnez de la motivation, ça me permet de comprendre en fait que vous aimez le travail que je fais. Donc un grand merci à tous, merci beaucoup. Voilà, donc on est parti, on va parler du livre de Spinoza. Avant ça, générique. Alors le livre dont on parle aujourd'hui, c'est Le clan Spinoza, qui a été édité chez Flammarion. N'allez pas croire que lorsqu'il parle de Dieu, Spinoza utilise un vocabulaire religieux pour cacher une pensée athée. À ses yeux, c'est l'inverse. Les institutions religieuses manient sans le comprendre un thème métaphysique pur dont la connaissance n'appartient nullement à la foi et à la religion révélée. C'est pour cela que ce concept, en plus de son intérêt métaphysique et de ses propriétés morales, a une importance politique. Car l'usage de ce mot permet de lutter, plus efficacement que la bannière de l'athéisme, contre les institutions qui revendiquent le monopole de la spiritualité et qui souvent utilisent la force à des fins inacceptables. Vraiment, Dieu est une chose trop importante pour être abandonnée aux religieux. La revendiquer comme une connaissance que nous cultivons, comme une puissance que nous exprimons, c'est refuser de laisser les pécheurs de tout genre, il y en a de bons et beaucoup de mauvais, s'attribuer le monopole de l'absolu. Alors ce livre est vraiment très intéressant à plusieurs titres. En fait, moi, il m'a surpris déjà à 2 titres. Le premier, c'est que je m'attendais à trouver une biographie romancée en fait de Spinoza, ce qui aurait été déjà pas mal. J'en ai lu une juste avant que je vous ai présenté qui s'appelle Le procès Spinoza, qui était sympa mais sans plus. Et ce livre, en fait, on m'en avait dit que du bien. Mais je n'avais pas lu de résumé, je voulais pas savoir ce que d'autres en avaient dit, parce que j'aime bien me faire mon propre avis tout seul. Donc j'avais pas regardé un petit peu de quoi parlait ce livre. Et en fait, je me suis rendu compte que ce livre n'est pas un roman historique comme je m'y attendais et comme pourrait le faire par exemple Amin Maalouf. Il a fait de jolis romans historiques qui sont basés sur des faits réels, où il y a un gros travail en fait de documentation de la part de l'auteur. Là, c'est la même chose, sauf que eh bien, au lieu d'avoir romancé des situations, romancé des faits ou romancé des conversations, eh bien, l'auteur s'est tout simplement appuyé sur des archives et des faits. La vérité. En fait, l'idée, c'est que le travail du roman ne va pas au-delà des sources, mais à l'intérieur des sources. Donc, c'est vrai que sous le roman se cache tout un travail universitaire que nous, on a décidé de mettre sur Internet. Donc, il y a presque 2000 notes qui sont sur Internet, page par page. Notamment les sources. Et donc toutes les sources se trouvent là. Il y a une bibliographie gigantesque qui rassemble l'ensemble des livres que j'ai lus pendant la préparation de ce travail. Mais le travail de fiction, c'est plutôt... en fait, il consiste à injecter de la vie dans des sources qui nous racontent une scène et qu'il est possible de raconter soit dans la langue universitaire, qui est une langue que je maîtrise par ailleurs, soit dans une autre langue qui est celle que j'ai voulu inventer là. C'est une manière de lier les événements qui est un peu différente. C'est une langue d'aujourd'hui, là, on n'est pas du tout dans le XVIIe siècle. C'est une langue volontairement contemporaine. Oui, j'ai volontairement refusé en fait le mimétisme. L'idée, c'est que l'histoire se raconte, elle est toujours racontée par quelqu'un. Et l'idée, c'était d'accéder à une sorte de double vérité, c'est-à-dire raconter réellement ce que les sources nous disent sans spéculer, donc sans inventer, et en même temps laisser le lecteur, la lectrice sentir à chaque page qu'il y a quelqu'un qui raconte, et donc ça jure comme au XXe siècle, enfin au XXIe siècle. Il n'y aura pas de peuple libre tant qu'il n'y aura pas d'éducation pour tous. Redistribuer les savoirs, c'est donc exactement travailler pour la liberté.
Je reprends les mots de l'auteur, il nous dit qu'il a vitalisé des archives, c'est-à-dire qu'il a donné vie à des scènes à partir d'archives qu'il a trouvées sur Spinoza, sur sa vie, les gens qu'il a rencontrés, les lieux qu'il a fréquentés, etc. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que du coup, on est vraiment dans le total factuel. Ce qu'il y a dedans n'est pas du tout romancé, donc ça, c'est vraiment un point hyper positif. J'étais super content de trouver tout ça dans le livre. C'est un travail de 5 ans, nous dit l'auteur, un travail de documentation de 5 ans avant de faire et de terminer ce livre. Donc vraiment un gros boulot et ça se voit dedans. C'est une mine d'or au niveau des informations sur Spinoza. Moi qui connaissais et qui connais d'ailleurs toujours assez bien la pensée de Spinoza et la vie de Spinoza, eh bien j'ai découvert une foule de choses dans ce livre. C'est passionnant. Vous êtes un des grands spécialistes de Bento de Spinoza. C'est la première fois que nous parlons ici de philosophie et j'en suis très heureux parce qu'il faut vraiment rendre hommage à ce travail. C'est un travail de 5 années. Et ce qui est passionnant, c'est que vous montrez qu'avec des outils inhabituels pour la philosophie, qui ne sont pas du concept, vous ne maniez pas des concepts, mais des outils comme le roman, on arrive à nous faire comprendre Spinoza dans sa vérité. Dans la forme, vous mélangez la littérature, la philosophie donc, et l'histoire, pour faire une sorte de tableau vivant du XVIIe siècle, et montrer donc Spinoza dans son environnement. C'était tout de suite votre ambition, quand il y a 5 ans vous êtes attelé à ce livre? À vrai dire non, parce que effectivement, moi je commence en tant qu'universitaire à écrire un gros livre sur un auteur qui est effectivement l'objet de ma spécialité en quelque sorte. Et puis j'ai découvert petit à petit que ça valait le coup de déboulonner les mythes. Et le principal mythe concernant Spinoza, c'est sa solitude. Ce qui est assez curieux parce que en fait c'est plutôt un auteur qui fait la théorie du réseau, de tout un monde où les choses sont toutes en relation et où en fait les relations elles-mêmes sont plus réelles que les choses. Et donc c'est cet auteur-là qu'on a tendance à présenter comme un solitaire isolé, alors qu'en fait il n'a pas du tout vécu comme ça, il a vécu et pensé avec des amis, parmi de nombreux amis, et du coup la forme du roman s'est imposée pour montrer ses relations à l'œuvre. Lorsque toute pierre sera effondrée et toute statue détruite, vous saurez vous aussi reconnaître la dynamique des choix, le devenir des équilibres, le meilleur maquillage des rapports de pouvoir. Alors non seulement vous ne serez plus prisonnier des idoles, mais vous aurez aussi accédé à l'histoire telle que la concevaient les historiens antiques. Un enchaînement admirable où les termes de la volonté divine ne cessent d'être formulés et reformulés par les hommes. Derrière la personne Spinoza, il y a tout un clan, d'où le titre. Ils sont nombreux à faire ça. Il y a aussi un homme qui est plein de passion, c'est-à-dire que je le montre en colère, je le montre déçu, à un moment... Très humain. Très humain, en fait. Et justement, c'est une forme de sagesse contre l'idée d'un Spinoza, justement, trop solaire, apôtre de la joie, un peu côté développement personnel de Spinoza, là, qui est en train de se développer. Moi, je voulais ramener ça à une forme de sagesse beaucoup plus moderne, qui justement ne prône pas une sorte comme ça d'indépendance, d'autonomie, de sagesse totalement immune aux passions, mais plutôt un type passionné qui agit directement dans le monde. Quoi. Combien te coûte ta peur? Combien s'achète ton espoir? Combien tu payes pour ta prudence? Le deuxième point qui m'a positivement surpris, c'est que, eh bien, on va remonter beaucoup plus tôt, en fait, dans la biographie de la famille Spinoza, dans le sens où on va commencer l'histoire avec le grand-père de Spinoza qui habitait au Portugal, et ensuite, vous le savez, la famille de Spinoza a fui le Portugal pendant l'Inquisition pour rejoindre les Provinces-Unies, c'est-à-dire la Hollande actuelle, pour trouver une terre d'accueil, puisque à l'époque, les Provinces-Unies, au XVIIe siècle, étaient beaucoup plus accueillantes et toléraient sans problème les Juifs. Donc voilà, et on remonte jusqu'au grand-père. Je ne connaissais pas cette histoire. Moi, je m'étais toujours... en tout cas, j'avais lu toujours des livres qui nous parlaient du père de Spinoza, où on savait un petit peu qui était le père de Spinoza, le décès de la mère, le décès de la belle-mère, etc. J'étais jamais remonté jusqu'au grand-père. Un deuxième bon point. Vraiment, ça c'est très intéressant parce que ça permet d'en savoir encore plus sur la famille Spinoza. Troisième point, je vous en avais parlé de deux, mais il y en a un troisième. Troisième point que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce livre, c'est que je m'attendais, comme je vous l'ai dit, à trouver un roman historique centré sur Spinoza. Eh bien, j'ai trouvé ça, mais j'ai trouvé bien mieux. C'est-à-dire que c'est un livre, en fait, qui va nous parler de tout l'entourage de Spinoza et de tout l'entourage intellectuel. En fait, le milieu dans lequel a évolué Spinoza est aussi, en grande partie, responsable, ou oui, je sais pas comment on pourrait dire, mais en tout cas, le milieu dans lequel a évolué Spinoza est en partie responsable des idées qu'a déployées Spinoza, parce que c'était pour certaines des idées qui étaient dans l'air, des idées que Spinoza
améliorer, à adapter à son système de pensée, mais en tout cas, il y avait une effervescence intellectuelle au XVIIe siècle dans les Provinces-Unies, et notamment dans la communauté juive portugaise, où il y avait beaucoup de maranes. Les maranes, pour rappel, ce sont des juifs portugais, en fait, qui ont été contraints de se convertir au christianisme et qui ne pratiquaient plus le judaïsme pour certains, ou le pratiquaient dans le secret de leur intimité, mais d'une manière, voilà, relativement appauvrie, parce qu'ils pouvaient pas déjà, augmenter en connaissance sur le judaïsme. Hein. Il n'y avait pas de Torah chez eux. Il n'y avait pas de rabbin, il n'y avait personne pour les orienter, donc ils ont vécu un judaïsme appauvri pour certains, et ils se sont carrément convertis purement et simplement au christianisme pour beaucoup. Et du coup, quand ils ont fui le Portugal pour fuir l'Inquisition, puisqu'on voulait clairement tuer ceux qui n'avaient pas le sang pur, qui n'étaient pas des chrétiens purs, sous l'Inquisition au Portugal, eh bien, les maranes sont arrivés en Provinces-Unies avec beaucoup de questions sur Dieu, avec beaucoup de questions sur, eh bien, ce mal qui leur a été imposé par l'Inquisition, et puis par le fait que, tout simplement, les inquisiteurs demandaient aux juifs portugais qui étaient les maranes, ils leur demandaient, en fait, tout simplement, de se convertir au christianisme, ou sinon ils étaient rejetés. Et à la fin même, quand beaucoup de maranes sont partis, simplement se convertir n'était plus assez pour l'Inquisition, il fallait être des chrétiens de naissance, des chrétiens pur sang. Et du coup, eh bien, on a beaucoup de maranes qui se sont interrogés là-dessus en se disant mais comment un Dieu peut laisser faire ça? Et puis en plus, quand ils rejoignaient les Provinces-Unies, eh bien il y a une communauté en fait juive portugaise peuplée de maranes majoritairement, mais pas que, et qui reproduisait un petit peu ça, même si c'est une version plus light, c'est-à-dire que eh bien les gens devaient écouter le rabbin, faire ce que disait le rabbin, faire ce qu'attendaient les autorités religieuses des juifs, sinon ils étaient excommuniés, ils étaient punis, ils étaient mal vus, etc. Et donc du coup, eh bien, on a certains maranes qui disaient, eh bien, on est parti du Portugal parce que c'était des inquisiteurs et on retrouve à peu près la même chose ici, même s'ils n'ont pas encore le droit de nous tuer, on retrouve la même chose ici. Donc c'est assez particulier. Est-ce que nous, les juifs, on serait des idiots? En tout cas, il parle de la communauté portugaise, hein, pas de tous les juifs évidemment. Donc voilà, ça c'est ce qui fait en sorte en fait qu'il y a eu des questionnements très importants dans cette communauté au niveau de la spiritualité, au niveau existentiel, au niveau de la recherche de la vérité et de la recherche de Dieu. Il y a aussi le contact avec les chrétiens, le contact avec certains humanistes, certains libéraux chrétiens, avec quelques athées également, qui ont fait en sorte eh bien, que Spinoza vive dans une ambiance, dans un monde, dans un milieu où on se pose énormément de questions. Donc il y a eu des gens qui ont été assez importants. C'était l'époque, le XVIIe siècle des Provinces-Unies, c'était l'époque de Rembrandt, l'époque de Descartes. Hein. Spinoza a presque vécu en même temps que Descartes, il l'a loupé de peu. Il a vécu également avec des gens comme Uriel d'Acosta que j'ai découvert dans le livre, qui était également un libre penseur, qui a connu un destin tragique. Je vous laisserai le découvrir dans le livre, ou allez voir sur Internet qui est Uriel d'Acosta, vous verrez. On va également parler de Van den Eden, qui est une personne qui a été très importante dans la vie de Spinoza, qui a été quelque part peut-être un mentor pour Spinoza, ou en tout cas un père spirituel, ou en tout cas quelqu'un qui l'a beaucoup aidé, que ce soit au niveau matériel ou intellectuel. Donc ça, c'est tout des choses qu'on voit dans le livre. On voit aussi que Spinoza a vécu à l'époque de gens comme Leibniz, qui est venu le voir d'ailleurs. Donc on voit aussi qu'à cette époque, il y avait beaucoup de dissertations et il y avait beaucoup de commentaires autour des écrits de Descartes, hein, qui a remué cette époque au niveau intellectuel grâce à son œuvre. Donc voilà, tout ça nous est rappelé dans ce livre. Avec beaucoup de précision, de pertinence. Moi, là, je vous retrace les grandes lignes, mais honnêtement, on a ça avec beaucoup de précision ici, de la précision dans les dates, de la précision dans les lieux, de la précision dans les personnes qui ont assisté aux réunions, puisque Spinoza avait un groupe, un clan, puisque le clan n'est pas familial. Moi, au début, quand j'ai vu le clan Spinoza, je pensais qu'on allait parler de la famille de Spinoza uniquement. Eh bien non, le clan de Spinoza, c'est tous les gens qui réfléchissaient avec lui. Ils se rencontraient dans des endroits, des lieux qui ont changé d'ailleurs, et qui ont été des lieux de libre pensée, où on pouvait interroger les écritures dites saintes, où on pouvait également interroger les notions anthropomorphiques de Dieu. Être obscur peut être un moyen privilégié pour choisir ceux à qui on s'adresse. Mais est-ce que Dieu peut désirer cacher son message ? La perfection d'un être infini ne me paraît pas compatible avec l'idée d'un Dieu qui rendrait ses annonces incompréhensibles. Quel sens aurait une révélation que l'on devrait garder secrète? Et on retrace toute cette histoire de la pensée dans ce livre et à travers Spinoza, puisque Spinoza reste le protagoniste principal du livre.
Mais on voit tous les gens qui gravitent autour de lui, et ça c'est quelque chose que je m'attendais pas à trouver dans ce livre. Donc voilà, c'est un livre qui est vraiment vraiment très intéressant. Amsterdam 1677, c'est la date de mort de Spinoza. On nous parle également eh bien, du contexte en fait dans lequel sont sorties les œuvres de Spinoza, c'est-à-dire bien son traité de la réforme de l'entendement, son traité des autorités théologiques et politiques, et puis son fameux grand œuvre, l'éthique, qu'il a mis 5 ans à écrire, et on nous parle de tout ça ici. Et on voit d'ailleurs hein, que Spinoza s'est inspiré d'idées qu'il y avait autour de lui. C'est des idées qui étaient dans l'air, qu'il a reprises, qu'il a intégrées à sa manière de penser. Mais voilà, c'est pas non plus des choses qu'il a reprises telles quelles. Voilà, Spinoza n'est pas non plus un imposteur. Mais on voit que Spinoza est le fils d'une époque très riche au niveau intellectuel, une époque qui se dirigeait de plus en plus vers la rationalité, encore une fois, aussi grâce aux travaux de Descartes, pas que, mais ça en fait partie, et ça a été une partie très importante. On nous raconte évidemment eh bien, le RM qu'a subi Spinoza hein, dans ce livre. À 23 ans, Spinoza a subi un RM, c'est-à-dire qu'il a été excommunié de la communauté juive parce qu'il ne respectait pas les règles. Alors, c'est désacralisé un petit peu ici, dans ce livre, parce que le RM qu'a subi Spinoza, dans la plupart des livres, on nous en parle comme quelque chose d'extrêmement violent, quelque chose que Spinoza a vécu d'une manière très très violente. Et au final, on voit que eh bien, les RM étaient déjà courants à cette époque. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient rejetés de la communauté juive. Mais on voit aussi que eh bien, Spinoza n'a pas vécu un RM aussi violent qu'il n'y paraît quand on regarde les archives, voilà, quand on regarde toutes les archives. Pourquoi, comment, je vous laisserai le découvrir dans le livre, hein, puisque, comme je vous le dis toujours, le but est que vous alliez lire le livre. Moi, je vous trace simplement les grandes lignes, je vous dis de quoi il parle, et je vous dis si jamais, selon moi, il vaut le coup d'être lu. Et clairement, là, ce livre, il vaut carrément le coup cet été. Il faut que vous lisiez ce livre. Si vous vous intéressez à l'histoire des idées, à l'histoire de la philosophie, à l'histoire de Spinoza ou à l'histoire des idées en Hollande, franchement, c'est un livre incontournable. En fait, quand on imagine un type excommunié, on s'imagine deux choses. D'abord, toute une communauté bien unie, et ensuite un type qu'on envoie comme ça, comme une sorte de bouc émissaire seul dans le désert. Donc dans les deux cas c'est faux, la communauté juive d'Amsterdam n'est pas du tout unie, elle est faite de personnes qui, les uns sont érudits, les autres sont des ignorants, et personne n'est d'accord, donc ça c'est une première chose. La communauté n'est pas unie, il y a beaucoup d'hérétiques à l'intérieur, même les rabbins s'affrontent entre eux, c'est une chose très amusante à montrer, donc la communauté n'est pas unie, et Spinoza ne part pas dans le désert, au contraire, il est déjà parmi ses amis qui sont des chrétiens dissidents, et donc en fait il est déjà dans un groupe de dissidents quand l'acte administratif de son bannissement, qui donc passe d'une excommunication, ça s'appelle un herem en hébreu, et c'est très spécifique, ça n'a rien à voir avec une excommunication. Donc il a été banni par une communauté très désunie, pour aller dans des communautés où il avait déjà plein d'amis. Comme je vous l'ai dit, il y a un site qui s'appelle, je vous le mets là, le site, qui s'appelle leclanspinoza.com. Il y a beaucoup de sources, hein, toutes les sources qui ont aidé à la rédaction de ce livre. Il y a toute une bibliographie également qui a aidé aussi à la rédaction de ce livre. Donc il y a beaucoup d'informations secondaires, il y a beaucoup d'informations dans le livre lui-même déjà aussi. Qui nous permettent d'aller voir d'autres écrits. Moi, j'ai par exemple été chercher les écrits d'Uriel d'Acosta, parce que je sais qu'il a écrit un livre, et donc du coup, ça, je l'ai découvert dans ce livre-là. Je l'ai trouvé sur Internet, c'était des écrits qui étaient vraiment magnifiques. Donc voilà, vraiment un livre truffé d'informations sur l'époque, truffé d'informations sur les gens qui gravitaient autour de Spinoza et sur la vie de Spinoza lui-même. Donc vraiment un livre que je te conseille vraiment ardemment. Il faut que tu le lises cet été. Tu vas vraiment apprendre beaucoup de choses avec ce livre. Voilà. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Comme d'habitude, je te laisse me mettre un pouce bleu si c'est le cas. Tu peux également me rejoindre sur les réseaux sociaux et tu peux me rejoindre aussi sur le site internet. Et comme tu le vois, à la rentrée, on risque de parler de Spinoza également, hein. Je vous les ai présentés, mais on a encore une biographie de Spinoza, cette fois par le spécialiste Steven Adler. On a un ouvrage un petit peu plus, avec celui-ci, un ouvrage un petit peu plus scientifique, où c'est un neuropsychiatre qui nous parle de Spinoza et qui nous parle du cerveau, de la tristesse, de la joie, des émotions, et qui nous dit Spinoza avait raison, parce que Spinoza a fait une géométrie des passions dans son éthique, entre autres, hein, puisqu'il a fait d'autres choses. Et Spinoza avait raison. Et puis un livre qui vient de sortir du spécialiste aussi de Spinoza, Robert Mizrahi,
Et ce livre, c'est La Révolution Spinoza, du désir d'être à la félicité. Donc un livre qui me paraît très alléchant, dont je vais vous parler à la rentrée, puisque je vais pas tarder à arrêter les vidéos. J'en ai encore une à vous faire sur un livre que je suis en train de lire. Et puis après, on fera une petite pause pour les vacances. En tout cas, moi, je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous souhaite de bien vous porter. Faites attention. Essayez de rester en France. Consommez français. On en a besoin. Portez-vous bien. Ciao, salut.